Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Christian Miette. Bonjour Christian. Bonjour, ça va? Oui, très bien, Ouais, ravi de te recevoir. Merci. Alors, tu es évidemment danseur. Le grand public français t'a découvert il y a maintenant plus de 10 ans dans la saison 3 de Danse avec les stars. Et depuis, tu as participé à quasiment toutes les saisons, non? Pratiquement toutes les saisons et jusqu'à la toute dernière. Donc, j'en ai fait 10. Tu étais aux côtés de Caroline Margeridon. Sur la dernière saison, oui. Est-ce qu'on va te voir dans la prochaine, 2025? Alors, malheureusement, non. Oh non! Non, pas cette saison. Donc, je vais aller de l'avant avec mes prochains projets. Il faut... C'est quoi les prochains projets alors? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec, justement, on en reparlera, mais le développement personnel, tout le côté éducation aussi que je fais avec le harcèlement scolaire, les discriminations pour les étudiants. Donc, je vais aussi de l'avant avec tout le côté conférence, justement, que je veux mettre en place. Et il y a tout le côté aussi comédien que je fais depuis 3 ans, un peu en secret, mais que là, maintenant, je suis prêt à m'afficher. Il y a des projets, justement, publics là, il y a une comédie musicale qui arrive justement avec bonne nouvelle avec notre troupe de danse qui s'appelle Dépendance. Donc, ça sera à partir de janvier. Donc là, on est en train de travailler là-dessus justement. Donc, ça sera... Les premières dates sont déjà en vente. On fait un Palais des Sports le 1er mars. Et donc ça sera mon premier gros contrat d'acting. Et là, on est en pourparlers pour d'autres choses au cours de 2025. Bon, on arrête de regarder devant, on regarde un petit peu derrière. Ouais. Tu as grandi où? Alors, j'ai grandi... je suis né à Montréal. Montréal-Nord, plus précisément. Je suis né à Laval, qui est juste à côté, mais mes parents, ils voulaient que j'aille une éducation à l'extérieur de la grande ville. Donc, mes parents, c'est des professeurs de danse aussi. D'accord. Pas que ça, mais ils ont créé leur école de danse à cette époque-là. Et donc, ils ont voulu la faire un peu plus retirée. Donc, c'est à peu près... c'est à l'extérieur de l'île, pour ceux qui connaissent l'île de Montréal. Et ça s'appelait Saint-Lazare. Ils ont créé leur école là-bas. Et donc, du coup, j'ai été élevé là-bas. On a déménagé là à partir de 4 ans. C'était comment ton enfance là-bas? Alors, mon enfance... j'ai eu une belle enfance parce que mes parents ont toujours été très proches de moi. Mais moi, le souvenir que j'ai, qui a été beaucoup plus fort, c'était le harcèlement scolaire que je subissais à l'école. Tout au long de ta scolarité? Ouais, très, très tôt. Ça commence à quel âge? Parce qu'étant donné que j'ai commencé la danse à l'âge de 2 ans, donc, j'ai commencé très tôt. Donc, dès que je suis arrivé à l'école, je faisais déjà des compétitions de danse à l'âge de 4 ans. D'accord. Donc, j'ai commencé tôt. Les week-ends, je partais avec mes parents pour aller faire des compétitions de danse. Donc, les gens se sont rendus compte quand même assez tôt, peut-être pas à l'âge de 4 ans, mais assez tôt que je faisais de la danse. Donc, déjà, en fait, je me faisais... Tu dansais seule à ce moment-là? Non, avec une partenaire. Déjà? Tout de suite? Qui était un peu plus vieille que moi à l'époque, mais déjà tout de suite. À 4 ans? Des petits pas de base, des petits trucs... des trucs de base. C'était pas beaucoup, mais en fait, parce que mes parents, étant donné qu'ils enseignaient, au lieu de me faire garder, ils m'amenaient et j'avais le rythme. Et on dit, bon, on va lui montrer des petits pas de danse. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Donc c'est vrai que j'ai subi du harcèlement assez tôt à l'école, ou en tout cas du rejet. Je ne sais pas si on pouvait appeler ça du harcèlement, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas ce mot, ou en tout cas, on ne l'utilisait pas pour les enfants. Donc en tout cas, du rejet, j'étais mis de côté on ne te parlait pas? On ne t'intégrait pas? On ne m'intégrait pas. Je n'étais pas spécialement non plus... tu sais, c'est la roue qui tourne, en fait. C'est que, étant donné qu'on te met un peu à l'écart, du coup, tu ne veux pas trop t'impliquer non plus. Et donc, du coup, toi-même, à un moment donné, tu te mets à l'écart et tu ne joues pas. Tu sais, je ne faisais pas de sport d'équipe. Donc, et tu penses que c'est à cause de la danse? En fait, il y a un côté qui m'appelait un peu, parce que la danse, c'est comme en France, hein, la danse, ça a une mauvaise image chez les garçons, alors que pourtant, il y a tellement de garçons qui dansent. C'était pas assez masculin, quoi. C'est pas assez masculin. Les gens, la danse, ils la représentent comme une danse pour les filles, le tutu, la danse classique, alors qu'il y a tellement de sortes de danse. Mais ils te faisaient des remarques? Oui, il faisait des remarques, constamment. Et en fait, étant donné que mes parents, dans la région, étaient très connus, ils savaient que j'étais l'enfant aussi des professeurs de danse de la région. Donc, et ça allait pas non plus? Non, mais parce qu'en fait, c'est tout...
C'était grossi, c'était le fait que... Et si je fais de la danse, du coup, je fais rien d'autre. Et donc, c'est pas un sport, c'est de l'art. Et donc, du coup, je suis pas sportif. Et puis voilà, c'était un truc qui était cadré. Mais du coup, c'est ça, c'est un engrenage par la suite. C'est qu'après ça, t'as pas trop envie, puisque tu y crois. Au fur et à mesure, tu commences à croire. En fait, ce qu'on te dit, c'est des faux messages. Tu as 7-8 ans. Et les professeurs? J'en parlais pas trop aux professeurs. Les professeurs m'aimaient bien, donc je pensais que c'était ma faute, en fait. Je pensais que, même auprès de mes parents, ils savaient pas que je subissais du harcèlement. Donc, je leur ai dit très, très tard. Hein, je leur ai dit à 30 quelques années que j'avais... Mais ça doit leur faire un choc parce qu'ils sont passés à côté de ça durant toute ton enfance. Oui, puis surtout que quand je leur ai dit parce que, justement, quand j'ai fait Danse avec les stars avec Élodie Gossuin, on a fait l'émission sur le prime du danseur et on est allé au Canada pour aller voir un peu ma vie là-bas, l'école de danse. Et j'en ai parlé là-bas parce que je trouvais que c'était important. Bon, à l'époque, je ne savais pas trop si j'allais en parler, mais la journaliste m'a conseillé. Elle dit peut-être qu'on a besoin de ce genre d'exemple-là. Donc, j'en ai parlé, mais j'ai dit, en premier, il faut que j'en parle à mes parents, parce que mes parents ne sont pas au courant que je suis du harcèlement. Okay. Et donc, du coup, ça a été un gros... Ça doit être un bouleversement pour eux? Un gros bouleversement. Déjà que je leur faisais la surprise d'aller au Canada, et en plus que je leur disais, l'émission, en fait, elle va être sur le harcèlement que j'ai vécu. Et donc, du coup, ça a été beaucoup de questionnements sur mes parents. Est-ce qu'on a fait des erreurs? C'est ça, remise en question rétroactivement, puis des années après. C'est ça. Mais est-ce que je leur ai dit aussi, c'est que ce qui m'a sauvé, à la fin, c'est leur support, leur soutien, la communication que j'avais avec eux, même si j'étais pas capable d'en parler et que c'était pas spécialement de leur faute. Ce qui m'a sauvé de tout ça, c'est que j'avais un cercle familial fort. T'avais des frères, des sœurs? J'ai une sœur aussi. Et avec elle, t'en parlais pas non plus? Non plus. Elle est 5 ans plus jeune, donc c'était plus compliqué de se connecter là-dessus. Et vous étiez complices quand même? Ça a été plus tard qu'on a été complices. C'est mes parents, en fait, qui ont été malins. À un moment donné, où est-ce qu'on était un peu dans le brouillard, on savait pas trop. On était aux études et, en fait, on avait perdu nos colocs. En fait, mes parents ils ont dit, vous voulez pas habiter ensemble une année? Et donc, du coup, j'avais fait mon premier achat d'appartement à Montréal. Et puis, finalement, on a habité ensemble. J'avais à ce moment-là 23 ans, ma sœur elle avait 18. Et on a habité, c'est pratiquement 7 ans ensemble, 6 ans. Ah oui? Ouais. Ah oui, donc là, c'est plus que des retrouvailles, quoi. Et donc, du coup, en fait, la première année s'est bien passée. Et puis après ça, et là, aujourd'hui, on est comme ça. Ouais. Et elle est, par contre, elle est au Canada. Alors là, on est tous à l'étranger. Ma sœur, elle habite au Mexique aujourd'hui depuis 6 ans. C'est pratique, vos réunions de famille. Donc, après, au début, c'était compliqué pour mes parents parce que, évidemment, on était tous un peu à l'extérieur. Rien à voir en plus. Aujourd'hui, ils trouvent ça agréable parce qu'ils sont en pré-retraite, donc ils peuvent passer un peu de temps au Mexique, un peu de temps en France. Et puis voilà, finalement, on voyage beaucoup, on se rencontre un peu partout. Ma sœur s'est mariée cet été, donc on a pu aller au Mexique. Donc voilà, on se voit quand même assez fréquemment. À l'école, tu étais quel genre d'élève? Alors, j'étais très introverti, j'avais beaucoup de difficultés à communiquer. Je pense que c'était ça un problème. Je pense que j'ai compris beaucoup après que j'étais il y a même, on va dire récemment, que j'étais un enfant différent. Et je ne savais pas comment me faire accepter dans ce système scolaire. Et donc, du coup, pour moi, c'était très compliqué de rentrer dans un cadre, de rentrer dans un moule, le moule de la scolarité. Et donc, du coup, pour me faire accepter, étant donné que je n'étais pas accepté nécessairement par les élèves, par mes camarades, du coup, j'essayais au moins de me faire accepter par les professeurs. Donc, du coup, j'étais très docile, très gentil. Premier de la classe? Premier de la classe, je ne sais pas, mais j'étais bon. J'avais des bonnes notes. Mais ce n'est pas des matières nécessairement qui m'intéressaient. J'avais juste une bonne mémoire. Et donc, du coup, j'étais juste capable de faire les examens correctement. Mais donc, ça me donnait des bonnes notes. Mais ce n'était pas nécessairement ce que j'aimais, finalement. Tu t'épanouissais pas, quoi? Pas tant que ça, non. Est-ce que tu as quand même gardé des amis de l'époque ou tu n'en avais pas? Alors, les amis de l'époque que j'ai gardés, c'est des amis plus tard. On va dire, en fait, j'ai une amie, mais pas de l'école, que j'ai connue à l'âge de 11 ans, qu'aujourd'hui, c'est toujours ma meilleure amie. Mais de l'école,
j'ai pas gardé grand monde. Il y a une fille d'ailleurs, qui va venir durant la période des fêtes, qui m'aidait avec mon anglais. Donc, sur tout on va dire, entre 15, 16 ans. Et donc, du coup, je suis resté en contact avec elle. Mais c'est vrai que c'est une période que j'ai voulu un peu effacer. J'ai pas apprécié les gens, comment ils me traitaient, et je sais même pas s'ils savaient ce qu'ils faisaient à cette époque-là. Mais tes parents, ils disaient pas que tu n'étais pas invité à des fêtes ou à faire une activité avec des copains en dehors de l'école, tu vois? Ben, étant donné que j'avais un horaire très compliqué avec les compétitions de danse, le soir, pas de temps libre? J'avais pas beaucoup de temps libre. Le week-end, je faisais les compétitions de danse. Le soir, je faisais les répétitions. Donc, mes parents, ils pouvaient pas trop voir. Et du coup, pour se rattraper sur tout le temps que je faisais, mes parents, ils décidaient d'organiser des fêtes, donc des fêtes à la maison. Et donc, pour brouiller tout ça, ben, du coup, j'invitais tout le monde. Donc, ben, c'est sûr que si tu invites tout le monde... Il y en a qui venaient quand même. Ben, tout le monde venait, parce que là, c'était la fête... tu sais, je veux dire, tout est là, mais c'était pas mes amis. Et c'est ça qui était très curieux. C'est étrange. Tu t'es rejeté, mais ils venaient quand même tous. Ouais, mais là, aujourd'hui, je me rends compte, ils venaient pour la fête gratuite ou... Mais à ce moment-là, parce que c'est un rassemblement. Nous, on avait quand même un grand terrain. Du coup, c'était un rassemblement. On était une soixantaine. Je pense pas qu'ils venaient pour moi. Je pense qu'ils venaient parce qu'ils savaient que l'endroit était sympa. On avait la piscine. Et puis, mais à ce moment-là, ils dialoguaient pas avec toi? Ils pouvaient pas te rejeter dans ta propre maison? Non, mais je me suis jamais senti à ma place. Je me suis jamais senti à ma place. J'ai pas de souvenir vraiment que je me tenais avec des gens où ça tournait. Tu vois, je me tenais quelques jours ou quelques semaines avec une personne, et après ça, ben, ça se délaissait, et après ça, j'allais un peu ailleurs. Je n'étais pas reconnu comme quelqu'un de populaire, donc vite, tu vois, les amis à cette époque-là, ça se tourne, ouais. Comment tu faisais pour te protéger? Tout seul, j'ai l'impression. Alors, c'est ça le problème, c'est que je n'étais pas capable de me protéger. Ma seule protection, c'était de pas aller, d'aller aux toilettes pour pas aller en récréation. Mais, tu fuyais la récréation? Je fuyais, ouais. Où j'allais... tu sais, des fois, on avait des sorties pour aller au petit restaurant sur l'heure du midi. Donc, du coup, j'allais au restaurant, mais du coup, je mangeais seul. Tu sais, il y avait plein de trucs... Donc, une enfance, finalement, solitaire, quoi. Ouais. Alors que le week-end en compétition avec beaucoup de monde. Avec beaucoup de monde. Mais encore une fois, c'est ça qui est particulier, c'est que j'étais pas seul, mais parce que j'étais avec surtout des adultes. Parce qu'étant donné que j'étais un peu, on va dire, le premier Nord-Américain à faire des résultats aussi... T'étais précoce, quoi. Ouais, j'étais très précoce. Et donc, les enfants de mon âge, en fait, ils me prenaient en exemple. Et donc, du coup, ben, on se tenait pas trop ensemble. Finalement, je me tenais beaucoup avec des adultes. Donc, je pense que ça m'a rendu adulte très rapidement. Et, ouais, j'ai dû... Ouais, on m'a appris à me défendre très, très vite aussi, parce que, tu sais, le milieu de la compétition aussi, c'est assez intense. Même là, ça m'a brusqué beaucoup. Donc, j'ai appris à me défendre très jeune, à devenir adulte très jeune, ouais. Ah, t'as gagné en maturité tout de suite, quoi. Ouais, c'est une certaine maturité, parce que finalement, dans tout ce qui était relationnel, j'étais encore un gamin, mais au niveau du travail, au niveau oui, de tout ce qui était compétences, de savoir, en fait, c'est sûr que ça, j'ai avancé. Toutes ces psychologies, parce que même la psychologie, je me l'ai fait un peu moi-même, étant donné que j'étais un peu dans mon monde, dans ma tête, je me suis un peu soigné, ou en tout cas traité moi-même pendant de longues années. C'est fort quand même. Ben oui, c'est assez fort, mais c'est ça que je me suis rendu compte, bon, plus tard, après, mais que j'avais peut-être ce petit don sur la psychologie, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été capable de me traiter moi-même, et qu'aujourd'hui, ben, je suis capable aussi d'aider d'autres personnes. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des enfants qui nous regardent et qui sont victimes de harcèlement? Je sais exactement ce qu'ils vivent, que c'est pas facile, que ça se règle pas tout de suite, mais qu'il faut essayer d'aller
de passer au travers, mais surtout, il faut en parler, parce que c'est l'erreur que j'ai faite et c'est pour ça que ça m'a empoisonné aussi longtemps. C'est d'en parler à une personne, mais c'est pas obligé d'être des gens qui sont très, très proches de nous. Des fois, c'est juste de libérer la parole qui va nous aider à l'engrenage. Il y a quelqu'un qui va vouloir nous aider. Il faut croire que la vie, elle est bonne aussi. En fait, elle n'est pas que mauvaise. Donc, des fois, on a l'impression qu'on est tout seul dans notre mal-être. Mais il y a d'autres gens qui l'ont vécu. Même si c'est différent, il y a d'autres gens qui l'ont vécu et qui peuvent nous aider. Toi qui étais à l'école au Québec, ouais. Je ne sais pas si tu connais bien le système français, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose dont nous devrions nous inspirer? En fait, nous, au Québec, sur certains... Alors, je ne suis pas allé à l'école très, très jeune. Je suis allé dans des écoles, là, pour faire des interventions. Et dans les écoles avec lesquelles je travaille, je trouve que... avec les écoles avec lesquelles je travaille, c'est pas ce que j'ai entendu qui se passait dans les écoles ailleurs. Mais bon... C'est-à-dire? En fait, moi, on m'a dit ici qu'on ne travaillait pas beaucoup dans le plaisir, on travaillait beaucoup dans dans l'apprentissage, le par cœur, etc. Les écoles avec lesquelles j'ai travaillé, eux, ils sont plus dans l'apprentissage à travers le plaisir. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose avec le plaisir qui fait que les enfants apprennent plus. En fait... c'est pas vrai que de mitrailler d'informations, les gamins, ça peut passer. Et surtout aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir, ils vont vite être déconcentrés. Et donc, on ne peut pas juste leur mitrailler, il faut leur faire un apprentissage dans le plaisir. Et je pense que c'est ça qui peut-être qui va... Toi, tu as eu un apprentissage dans le plaisir, tu dirais? En fait, moi, je me rappelle des professeurs, en fait, les seuls professeurs que je me rappelle, c'est des professeurs qui nous ont fait des trucs... Par exemple, on a fait des dessins, il y avait tout un projet de faire des BD. Un gros projet de BD et tout était lié à ça. Donc, dans toutes les matières, on avait un truc qui était lié à ça. On a aussi une dame, en fait, qui, elle jouait de la guitare. Donc, elle nous faisait composer des chansons et elle chantait nos chansons. Il y a plein de trucs, en fait, et c'est ça que je me souviens. Et c'est ça que je me rappelle. En fait, je me rappelle cette prof qui jouait de la guitare, je voulais absolument qu'elle chante ma chanson. Donc, du coup, je m'appliquais en français. En fait, tu sais, donc, c'est tout ce côté... Il y avait du jeu, quoi, ludique. Il y avait du jeu, un truc ludique, oui, c'est ça, de pas juste... de sortir un peu de la case, c'est ça aussi. En France, des fois, on met un peu vite dans les cases et je trouve qu'on perd un peu le potentiel des gens en général. Je pense que tout le monde a beaucoup plus qu'un seul potentiel. L'humain est beaucoup plus polyvalent qu'on veut l'imposer. Et est-ce que tu vois quelque chose à l'inverse dont les Canadiens devraient peut-être s'inspirer des Français? En fait, au fur et à mesure, je me rends compte que ce que j'aime en France, au début, puisqu'on est un peu susceptible des fois au Québec, et j'aime bien le franc-parler. Alors, au début, c'est dur, mais on se dit les choses quand même. Quand on n'est pas content, on le dit. Après, faut qu'on aille une fin. C'est juste la manière. Une manière, une fin. Mais je trouve que l'idée de se parler quand il y a une problématique, je trouve ça bien. Et que le lendemain, on n'en fasse pas des tonnes, tu vois. Nous, on va garder les choses au fur et à mesure. On peut garder un problème ou ne pas le dire pendant des semaines. Et finalement, ça va sortir... énorme à la fin, et puis après ça, on va plus se parler pendant je sais pas combien de temps. Alors qu'ici, il y a un problème, on le dit, le lendemain, c'est fini. Et ça, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, mais finalement, j'aime bien. Est-ce que ça t'a violenté au début quand tu es arrivé? Au début, j'ai fait... Mais en fait, je me fais pas parler comme ça. Et donc, du coup, moi, le lendemain, quand la personne revenait me voir, je fais non, en fait, tu vas pas venir me voir, mais j'ai besoin de... Et c'est là que je me suis rendu compte, non. En fait, c'est moi qui est susceptible. C'est moi qu'il faut qu'il prenne et qui... tu vois. Après ça, il y a une façon de parler. Maintenant, je me laisse plus parler comme ça non plus. Je dis, attends, il y a le fond qui est bon, mais la présentation, tu dois l'améliorer. Il faut qu'on travaille la présentation. Oui, c'est ça. Tu es devenu danseur, mais est-ce que plus jeune, il y a un autre métier qui te faisait rêver? Alors, je pense que j'ai toujours... Je sais pas s'il y avait un métier. En fait, j'ai jamais voulu faire la même chose. Moi, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, je fais tellement de trucs qui sont différents.
Je voulais sauver mes parents du feu, donc j'imagine que je voulais peut-être être pompier. Je voulais... Mais c'était tous des trucs... C'était passager, c'est pas des trucs principaux. Ouais, il n'y a pas un truc principal. Mais par contre, je me suis toujours cru dans un film. J'ai toujours pensé, quand il est arrivé je sais pas comment vous l'appelez, le Truman Show, tu sais, avec Jim Carrey. Ouais. Comment ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle en français. Où est-ce il est filmé? En fait, Jim Carrey, en fait, il se promène et en fait, il est filmé en permanence. Il ne sait pas qu'il est filmé et tout le monde, c'est des acteurs. Mais quand j'étais jeune, je pensais que c'était ça. C'était tellement gros, ce que je subissais comme... Oui. Ah, tu te croyais, comme, tu te croyais dans un film? Ouais, de haine, d'harcèlement pour des trucs que je ne savais même pas ce que j'avais fait. Je me suis dit, un jour... En fait, je pense que je suis filmé. On va me dire que c'est faux. On va me dire que c'est faux. Je vais arriver et en fait, on va me dire que c'est faux. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a fait avancer dans la vie en me disant... C'est ce que tu t'es créé dans la tête. Et donc, du coup, quand j'étais tout seul, je me tenais parce que je me disais peut-être qu'on me voit. Et donc, c'était hyper bizarre, mais je me suis créé ce film. Et donc, du coup, j'ai toujours été un peu... C'était peut-être ça ma protection, tu me fais penser, mais c'est d'être acteur... Être acteur dans ma propre vie. À quel moment tu as arrêté de te dire... Mais quand j'ai vu le film. En fait, j'ai vu le film de Jim Carrey, parce qu'il est arrivé après. Et j'ai pleuré tout le film, parce que j'avais l'impression que c'était... Et t'avais quel âge? C'était ma vie. Je sais pas en quelle année c'est sorti, mais c'est... ouais, ça doit être... fin d'adolescence, début de l'âge adulte. J'ai pleuré parce qu'en fait, c'était toute mon enfance, en fait, que je venais de... J'ai dit, mais attends, mais là, on a fait un film sur ce que je pense. Et donc peut-être que je suis pas le seul aussi à avoir eu cette réflexion-là, parce que s'il y a un film qui a été fait là-dessus, c'est probablement l'idée de quelqu'un qui l'a vécu aussi. Donc la danse, très tôt, 5 ans. Très tôt. À quel moment tu te dis, ça va être mon métier? J'ai jamais pensé que ça allait être mon métier, en vrai, je pense. Parce que, étant donné que j'ai commencé très tôt, pour moi, c'est comme si j'étais... donc, j'ai commencé mes premiers pas de danse à l'âge de 2 ans. C'est comme si je marchais, je dansais, c'était tout à fait naturel. En fait. Ouais. Sans... Donc, c'est quand j'ai arrêté que je me suis rendu compte que je m'ennuyais de la danse. Et c'est quelques années plus tard, on va dire vers 25 ans, que je me suis dit, j'ai compris que ce que j'aimais pas dans le milieu de la danse, c'est le milieu de la compétition. En fait, j'ai été entraîné là-dedans et pour moi, c'était une normalité, mais c'est ça finalement qui me... Et quand tu as arrêté la danse, tu faisais quoi? En fait, je te dis, j'ai arrêté la danse une année pour me bâtir une vie sociale, puisqu'à l'époque, j'avais même pas de vie sociale. J'allais à l'école. En fait, j'avais un train de vie un peu intense à cette époque-là. Je travaillais de nuit, donc je travaillais dans un service de répartition médicale d'urgence, donc donner des protocoles médicaux pour le service 911. De nuit. Et ensuite, j'allais m'entraîner. Alors, je retournais chez moi. J'allais à la muscu pendant 1 heure. Après ça, je dormais. Et après ça, quand je me réveillais, j'allais à l'université. Et ensuite, je retournais répéter. J'enseignais la danse. Et après ça, je retournais travailler la nuit. Et donc, du coup, je dormais à peu près 5 heures. Et tu arrives en France pour Danser avec les stars? Et je suis arrivé en France. On est venu... parce que j'avais des très bons résultats mondiaux. J'étais finaliste championnat mondial. J'étais assez connu. Et on m'a référé à Danser avec les stars, qui ont vu et en fait qui m'ont appelé pour la première saison. Mais la première saison, c'était un peu embryonnaire. J'étais encore dans le milieu de la compétition. Je voulais pas tout perdre ce que j'avais bâti. Et j'ai dit, OK, mais j'aimerais bien venir avec Denitsa. On dit, Denitsa, ça ne serait pas possible. En fait, il ne la connaissait pas à l'époque parce qu'elle n'était pas très connue dans le milieu international. Et donc, du coup, parce que c'était ta partenaire. C'est ma partenaire, oui. Ça fait depuis 20 ans maintenant qu'on danse ensemble. Et donc, on a fait une autre émission qui s'appelle So You Think You Can Dance au Canada. Tu as un peu changé sa vie quand même en l'imposant. Un peu. Je pense qu'elle est... je pense qu'elle me remercie de ça. Par fidélité. Tu vois, on est une famille aujourd'hui, c'est un peu ma famille en France aussi. Nous, on l'a adopté dans notre famille. Mais vous faisiez comment pour vous entraîner à distance? Alors, elle habitait au Canada. Elle habitait au Canada. C'est nous qui a un peu adopté sa famille avec sa mère.
Et parce pour qu'elle ait son passeport canadien à l'époque. Donc, on a commencé les compétitions. On a eu des bons résultats. Après ça, c'est ça. On a été à la demande. Je n'étais pas prête à venir tout seul en France pour danser avec les stars. On a fait une émission qui s'appelle Sweeting Canada au Canada où on a fait la finale, demi-finale. Et donc, Danser avec les stars nous a rappelés. Et on dit, là, on veut pour la saison 3. Et donc, du coup, on est venu pour la saison 3. Et c'est très drôle parce que tous les contrats, après ça qu'on a fait, on a été pris ensemble. On a fait toutes les mêmes tournées, on a fait tous les mêmes projets. Bon, là, maintenant, on fait des projets séparément, mais pendant au moins les 6-7 premières années, en tout cas, on était sur la même troupe de danse, sur les mêmes tournées, sur les mêmes projets. Donc, c'est vrai que, ouais, on a été comme ça. Il y a une chance qu'on était ensemble parce que sinon, ça aurait été plus dur sans elle. Ouais. Tu es une personnalité publique et tu as décidé d'annoncer ton homosexualité dans une vidéo que tu as publiée sur les réseaux sociaux quelques mois plus tard. Comment tu te sens? Ben, déjà, moi, j'ai fait mon coming out il y a très longtemps quand même. J'ai fait à 29 ans. Là, j'en ai 42. Donc, ça fait quand même... Mais j'ai fait quand même tard. Ça a été très, très long avant que j'accepte. Et quand je suis arrivé en France... parce que c'est dans la même période que je suis arrivé en France, on m'a dit que c'était pas spécialement bien, en fait. Qui t'a dit ça? C'est pas la production, hein, mais c'est... Il y a des gens qui m'ont dit, dans le milieu artistique qui était proche de la production, hein, mais c'est juste que je remette les trucs clairs, c'est pas eux qui m'ont dit de pas en parler, mais on me conseillait que c'est un programme qui était familial et que c'était pas nécessairement d'ordre public. Et donc, au début, c'est comme si, en arrivant en France, je me suis remis à l'intérieur, j'ai refermé, et donc, du coup, j'ai vécu une année un peu, même 3-4 années un peu pénibles parce que je ne savais pas comment me présenter dans le milieu public. Je ne savais pas sur quel sujet je pouvais en parler ou pas en parler. Donc, du coup, après, tout mon milieu sont au courant. J'ai jamais caché. À un moment donné, je me suis libéré dans mon milieu personnel. Et après ça, j'ai dit, il y a quand même un truc au niveau public que je ne dis pas, que j'évite, que je fais encore un tri sur mes stories. Qu'est-ce que je vais publier, ce que je vais dire et tout ça. Et j'ai dit, c'est pas normal. Alors que, je veux dire, je publie pas non plus des trucs indécents ou des trucs comme ça, mais le fait que ça me passe par la tête... Oui, que tu dois réfléchir. Et donc, du coup, j'ai dit, il faut que je me débarrasse de ça. Il y a eu quelqu'un, en fait, un ami à moi qui a ce site qui s'appelle Paint, qui me dit j'aimerais ça que tu me parles de ton coming out. En fait, j'en ai jamais parlé publiquement. Donc, j'ai dit on va mettre ça à l'écart de Danser avec les stars parce que je veux pas que ça soit dans... qui mélange ça avec l'émission. Et donc, du coup, on a fait ça sur le mois des fiertés. Et puis, en vrai, ça m'a libéré. Ça m'a libéré d'un poids de ce que je dois filtrer, alors que j'ai pas besoin de filtrer. Ça a été bien reçu. Ouais. J'ai eu 99% de bons messages. Et les autres messages, c'était oui, mais on le savait déjà. Tu vois, il n'y a pas de surprise, etc. Mais oui, mais ça, j'ai pas fait mon coming out, en fait. Je suis pas arrivé à... Ça fait déjà... ça fait 12 ans pratiquement que j'ai fait mon coming out. Donc, c'était juste un truc public. Et c'était très personnel, finalement, que je l'ai fait public. C'est pour m'en débarrasser. Et juste pour mettre ça sur table pour tout le monde, voilà. Mais j'ai eu des très, très beaux messages. J'ai eu que des beaux messages, finalement, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Justement, que la suite se passe bien, puisque là, c'est vrai que je suis un peu en transition. Hein, j'arrive à un âge 42 ans. Déjà que je travaille encore en tant que danseur, c'est extraordinaire. Donc, je suis hyper content de pouvoir faire ça. Et en plus, d'avoir une certaine notoriété qui peut me permettre aussi d'avancer sur différents projets. Donc voilà, que mes projets avancent, que je puisse aller de l'avant et d'avoir une belle carrière. Encore dans le milieu artistique, parce que c'est ça que je veux, mais voilà, on verra où est-ce que ça s'en va, mais voilà, que ça se passe bien. C'est tout ce que tu mérites. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.